N'en déplaise aux développeurs, on peut coder des projets de A à Z avec l'IA et je vais vous montrer comment aujourd'hui, en comparant deux solutions que j'aime beaucoup, Cursor et Windsurf. Donc je vais vous présenter les deux, je vais vous montrer les avantages, les inconvénients, etc. Les petites astuces aussi, j'ai plein de petites astuces très cool. Mais avant, laissez-moi me présenter. Moi, c'est Corben de corben.info et je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui n'a pu être réalisée qu'avec l'aide de mes chers Patreons. Merci les Patreons, c'est grâce à vous que je peux faire ces vidéos, c'est très cool. Si vous voulez nous rejoindre, vous allez sur patreon.com/corben, vous aurez toutes les infos et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire sur cette vidéo, ça me fait toujours plaisir. Et sans plus attendre, je vous propose qu'on parte à la découverte de ces outils. En l'occurrence, on va commencer par Cursor parce que c'est celui que j'utilise depuis plus longtemps maintenant. Alors Cursor, c'est un Visual Studio Code. Windsurf, c'est pareil, hein, vous ne serez pas dépaysé si vous avez l'habitude d'utiliser ces outils qui embarquent de l'IA. Alors l'IA, vous avez le choix entre vos propres modèles, hein, que vous pouvez brancher avec Ollama ou ce que vous voulez, ou des modèles comme ceux d'OpenAI, hein, c'est-à-dire ChatGPT ou Claude d'Anthropic, etc., etc. Les fonctionnalités, je vais les passer en revue avec vous juste après. Moi, ce qu'on va regarder déjà, c'est les tarifs, les prix. Donc, si je vais sur Pricing, on voit que on peut utiliser Cursor de manière totalement gratuite jusqu'à 2000 complétions avec des requêtes slow, hein, lentes, premium. Ça, c'est ce qui est intégré dedans, sachant que Cursor, vous pouvez mettre vos propres clés API et donc contourner ça et l'utiliser gratuitement également. Ensuite, on a la version Pro. Moi, c'est ce que j'avais, hein, c'est-à-dire des complétions illimitées, des requêtes un peu rapides, etc. Donc, en gros, voilà, pour 20 balles par mois, j'avais quelque chose qui tournait plutôt bien. Et après, vous pouvez toujours rajouter des crédits en plus, entre guillemets. Donc, je crois que j'étais à 40 $ par mois, pas pour le compte business, mais pour avoir encore plus de fast premium request, donc c'est-à-dire de requêtes premium. Voilà, donc eux limitent un petit peu quand même, et ils sont obligés, en fait, tous, hein, même Windsurf, parce que bah ils achètent des packs, des forfaits de crédits, si vous voulez, auprès de OpenAI ou auprès d'Anthropic. Et si c'était vraiment illimité, bah tout le monde éclaterait les forfaits. Donc ils sont obligés de soit de limiter comme ça, soit de vous faire payer tout simplement. Voilà, donc ça c'était pour les tarifs de Cursor. Maintenant je vous propose qu'on aille voir le site de Windsurf. Alors Windsurf, derrière c'est Codeium, qui est un éditeur qui est assez connu aussi, libre. Et eux aussi sont basés sur un Visual Studio Code. Eux aussi proposent des intégrations IA quasiment identiques à ce que propose Cursor, mais on verra, ça se joue dans les détails après. Et au niveau des prix, on est aussi quasiment à l'identique. On est un petit peu moins cher quand même. Alors moi j'avais le forfait à 10 balles ici parce que j'étais un early adopter. Maintenant ils l'ont augmenté à 15 $. Donc voilà, sachez-le, c'est 15 $ par mois. Là maintenant je suis passé aux 60 $ par mois parce que j'ai besoin de plus de crédit évidemment. Windsurf a aussi un forfait à 0 $. Vous pouvez utiliser pareil pour tester, hein, c'est bien pour se rendre compte. Par contre, il n'y a pas de possibilité de mettre vos propres clés. Donc vous pouvez pas l'utiliser gratuitement comme Cursor. Voilà, c'est un peu la différence de business entre les plans, etc. Mais globalement, on est à peu près au même tarif, on est à peu près sur les mêmes trucs. Sur Cursor, vous pouvez avoir plus de modèles. Là, vous pouvez mettre vos propres trucs. Sur Codeium, c'est GPT-4o et Claude Sonnet. Voilà, c'est le max de ce que vous pouvez avoir pour l'instant. Alors maintenant, je vous propose qu'on passe à la comparaison. Je vais les lancer les uns après les autres parce que sinon, je vais vous embrouiller si je les mets côte à côte, hein, parce que les outils sont quand même assez similaires. Et je vais vous apprendre à vous en servir, hein. Je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, on voit un peu des projets que j'ai développés. On est vraiment sur un Visual Studio tout à fait classique. Je vais créer un nouveau dossier et on va essayer de faire un projet simple. On va tout simplement essayer de coder un Tetris rapidement, un petit jeu de Tetris en JavaScript, HTML, CSS, rien de compliqué. Alors, je vais commencer par vous montrer les settings, c'est-à-dire les paramètres, avec la petite roue crantée ici en haut à droite. Moi, je suis connecté à mon compte, hein, j'ai un compte pro, et vous pouvez spécifier des règles pour l'IA. Donc, vous pouvez mettre un prompt un peu comme vous voulez. Vous pouvez dire, voilà, parle en français, code moi systématiquement du JavaScript, utilise telle pratique, etc. Donc, moi, voilà, j'ai mis en place un prompt un petit peu plus balèze afin de donner à Claude, puisque moi j'utilise Claude d'Anthropic, afin de donner à Claude un système de chaîne de pensée comme ce qu'on peut retrouver avec O1. Donc j'ai quelque chose d'un peu plus travaillé en termes de réponse avec ce prompt. Ce prompt, je vais vous le donner, je vais le donner pour les Patreons, donc il sera dans un fichier texte que je vais zipper avec la vidéo. Si vous voulez le récupérer, ça sera pas un souci. Dans Cursor, quand vous scrollez tout en bas, il y a aussi un mode privacy. Ça, c'est important pour ceux qui ne veulent pas voir leurs données fuiter leur code. Donc voilà, si c'est activé, rien de ton code ne sera pas stocké par nous. Donc Cursor ne récupérera pas votre code. Évidemment, les bouts de code vont partir vers ChatGPT, vers Claude, forcément, puisque vous les envoyez, vous nourrissez les IA aussi avec ça. Mais voilà.
Au niveau des modèles de curseur, vous avez plein, tout ça. Donc, on n'a pas encore O1 Pro dedans, mais on a O1 Mini. On a Sonnet dans sa dernière version, hein, le 3.5 du 22 octobre, qu'on appelle 3.6 aussi. Moi, je l'appelle 3.6 également. Et puis, GPT 4.0, 4.0 Mini, etc. Si vous ne savez pas quel modèle choisir, moi, pour avoir vraiment beaucoup codé et beaucoup écrit avec GPT 4.0 et Claude, ce que je peux vous dire, c'est que Claude est plus subtil, comprendra mieux vos problèmes, vous donnera du code qui est un peu meilleur. C'est vraiment pour moi Claude qui a la meilleure compréhension du langage. Alors moi, je lui parle en français évidemment, mais je pense que c'est pareil pour l'anglais. Et tous les experts que je suis sur les réseaux sociaux sont assez d'accord avec moi. C'est vraiment Claude qui fait le meilleur taf. Alors là, ils ont sorti la dernière version 3.5 Haiku. Je l'ai pas testé encore, donc voilà, on pourra regarder si vous voulez, mais c'est une version qui est un peu plus mini, plus compacte, mais qui est quand même assez intelligente. Donc peut-être pour du code, ça marche bien aussi, je sais pas. Donc ça, c'est des modèles qui sont interrogeables dans l'outil. Vous pouvez aussi rajouter vos clés API, donc OpenAI, Anthropic, Google et vos clés API Azure pour aller taper les modèles directement si vous voulez. Donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un abonnement à Cursor, hein, c'est ce que j'expliquais. Vous pouvez utiliser vos propres clés API. Forcément, ça vous coûtera aussi des sous. Voilà, mais pour du test, c'est pas mal. Et vous pouvez aussi ajouter vos propres modèles. Donc ça parle de modèles Open Router hein, ici. Il faudra mettre en place, mais bon, ça fera l'objet peut-être d'une autre vidéo si vous voulez. En fonctionnalité, il y a beaucoup de trucs bêta, il y a beaucoup de fonctionnalités que vous pouvez activer, désactiver, etc. Donc après, je vous laisserai regarder. Mais en gros, on a tout ce qui est tab. Hein, donc c'est Copilot. Je sais pas si vous connaissez GitHub Copilot, mais en gros, ça fait de la complétion. Ça va compléter votre code quand vous l'écrivez. Bon, moi, j'écris très peu de code maintenant. C'est juste, je donne des instructions, je fais le chef de projet. Donc forcément, je l'utilise très peu. Mais voilà, vous pouvez avoir ça, le côté tab, où il y a de l'acceptation partielle. Donc par exemple, accepte le prochain mot d'une suggestion, fait de la prédiction, se déclenche sur les commentaires, importe automatiquement les modules nécessaires, etc., etc. Bon, voilà, des petits trucs comme ça. On a Composer. Composer, c'est vraiment un élément essentiel de Cursor. Je vous montrerai comment on l'utilise, que les gens l'utilisent pas en général et c'est vraiment dommage. Cursor, en fait, si vous voulez, enfin, dans Cursor, pardon, on a deux modules. On a le chat pour discuter avec les IA et elle nous donne du code, etc. Et on a Composer qui va vraiment coder à votre place. Mais les gens l'utilisent pas, donc je vais vous montrer comment l'utiliser. Donc voilà, vous pouvez l'activer, etc. Activer cette option aussi. Alors maintenant, sur la nouvelle version de Cursor, ils ont intégré ce qui s'appelle un agent. Donc c'est vraiment des modules qui discutent entre eux et qui vont commencer à coder, faire des choses, etc. Donc c'est plutôt intéressant. On a la même chose chez Windsurf, mais c'est plus masqué en fait. Côté Windsurf, c'est un peu plus discret, on le voit moins, mais voilà, ça marche de la même manière. Ensuite, on a tout ce qui est indexation de la base de données. Donc ça, c'est important parce qu'en fait là, bon, dans mon projet, là, pour l'instant, il est vide. J'ai pas de fichier, comme vous pouvez le voir, mais il crée une espèce de base, hein, des embeddings de votre code, ce qui lui permet après de se repérer plus vite dedans et d'aller taper vraiment au bon endroit. Donc parfois, si vous avez des petits problèmes, c'est ici que ça se passe pour supprimer l'index, le recréer, le resynchroniser, etc. La documentation, si vous voulez ajouter de la doc autour de votre projet ou faire de la doc, vous pouvez ajouter ça aussi. Et après, des petites options sur le terminal, l'éditeur et compagnie. Il y a des options bêta, hein, c'est ce dont je vous parlais. Donc le Notepad qui permet de partager des contextes entre le chat et le composer. Et le Bug Finder pour trouver les bugs sur votre dépôt Git. Voilà. Alors typiquement, je vous conseille quand même de bosser avec Git. Ça permet d'avoir un suivi. Surtout que Cursor, à ma connaissance, on va voir dans la nouvelle version, mais n'a pas de système de rollback très perfectionné. Et ça, c'est dommage. Je leur ai demandé de le mettre en place. On verra si ils ont écouté ma suggestion utilisateur. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas ça. Chez Windsurf, on l'a. C'est très cool, mais voilà. Donc là, je suis un peu sur un écran blanc. Alors, vous voyez ici en haut à droite, il y a les petits panneaux. Donc, je vais activer le panneau de gauche. Le panneau du bas, c'est juste le terminal. Il n'y a rien de sorcier. Donc, moi, je travaille un peu sur cette config-là. Voilà, j'ai mon terminal ici en bas, mon code ici au centre, mes fichiers ici à droite qui vont apparaître, la petite loupe si je veux une recherche, le petit zigouigoui là, c'est pour initialiser un dépôt Git. Donc, je vous conseille de l'initialiser. Donc, bon, là, j'en fais pas un vrai, on va dire, mais voilà, c'est une démo. Et puis, comme c'est un Visual Studio Code, vous avez accès aux extensions classiques qu'on peut mettre sur un Visual Studio, enfin sans aucun souci quoi. Voilà, et là c'est ici que ça devient intéressant, c'est que dans le panneau de gauche vous avez le chat, donc vous pouvez discuter, le composer, vous pouvez coder dedans, le bug finder, donc ça c'est pour trouver les bugs dans votre code, donc c'est expérimental. Alors je l'ai pas encore vraiment testé cette partie, mais on testera après. Alors le chat c'est simple, vous pouvez discuter avec et lui dire par exemple je veux coder un Tetris identique à ce qu'on a sur la Game Boy originale. Je veux ça en CSS, HTML et JS. Que me proposes-tu? Et alors là, vous avez deux boutons. Submit, alors même trois boutons. On va dire, le premier, c'est le choix du modèle.
et vous choisissez le modèle que vous utilisez. Alors moi, je suis très très fan de Sonnet, donc je vais garder celui-là, mais vous pouvez le faire bosser avec O1 Mini ou un Preview, voilà. Cursor Small, c'est leur modèle à eux, qui est un peu basique, mais qui permet de faire des petites opérations rapides. C'est-à-dire que Cursor est assez intelligent, il va switcher de modèle en fonction de ce que vous lui demandez. Vous n'allez pas forcément le voir, c'est-à-dire quand c'est vraiment une demande code pure, il va rester sur le modèle que vous avez choisi, donc ici Sonnet, mais si c'est juste un peu de remise en forme ou de trucs très légers que Cursor Small peut gérer, il va le faire, ça évitera d'aller consommer des crédits chez Sonnet, enfin, chez Anthropic ou chez ChatGPT ou peu importe. Donc ça, c'est le choix du modèle. Ensuite, vous avez Submit, ça va l'envoyer directement, et Codebase, ça va l'envoyer en lui mettant, on va dire, toute la base de code du projet, c'est-à-dire qu'il aura le contexte du projet avec. Pour l'instant, il n'y a rien, donc je peux juste faire Submit, et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc là, moi, j'ai mon petit template un peu spécial où il fait de la méditation, enfin, vous savez, mon petit prompt système un peu spécial où je le fais méditer, où il s'autonote, etc. Et donc là, voilà, il me propose un truc et il commence à coder. Il me fait voilà des propositions, il me fait de la CSS et il me fait une structure de base en JS, la page HTML, etc. Donc là, bon, je laisse rouler comme ça. Moi, mon petit prompt, vous voyez, il se note, je sais pas si on le voit ici, mais il fait des itérations, il réfléchit, il médite et compagnie. Et après, il me fait un vrai output, c'est-à-dire une réponse finale, où là, il me dit, voilà, pour créer un Tetris, il te faut une structure HTML, une CSS, voici ce que j'ai fait, un JavaScript, etc. Donc là, je suis vraiment dans le chat pur. Donc les gens, souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont copier ça ici et le coller, créer les fichiers, copier, coller, etc. C'est un peu relou à faire, surtout qu'il y a mieux. Il y a Composer. Alors Composer, je vais vous montrer, hein, je vais l'ouvrir ici. Et là, je vais remettre la même chose. Hein. Donc je veux coder un Tetris identique, etc. On a le choix du modèle ici. On peut ajouter du contexte. Alors contexte, c'est quoi? C'est rajouter des fichiers. C'est-à-dire que si vous avez une question précise sur un fichier dans votre projet, par exemple, je sais pas, j'ai un fichier qui s'appelle index.html et j'ai une petite question dessus. Enfin, je veux travailler dessus, je peux l'ajouter dans le contexte. Bon, là, j'en ai aucun pour l'instant, mais on verra ça après. Et ensuite, j'ai mode normal ou mode agent. C'est là que ça devient intéressant. Mode normal, c'est Composer qui va faire sa vie. Mode agent, ça va être des agents qui vont se challenger, qui vont discuter, qui vont travailler sur votre code. Donc, mode agent est beaucoup plus puissant. C'est plus long aussi. C'est plus consommateur de tokens, on va dire. Mais c'est plus puissant que le mode normal. Donc, moi, j'active le mode agent, code sonnette, et c'est parti, je submit. Là, vous voyez en bas, il fait generating. Il est en train donc de réfléchir, et là, il commence à composer la structure de mes fichiers. Il m'écrit mon HTML et il me l'écrit. Regardez, il est là. Il vient d'arriver à droite. Si je l'ouvre, je l'ai là. Voilà, le HTML a été écrit et continue à bosser. Donc, il est en train, en fait, de construire mon projet pour moi. Il n'est pas juste en train de discuter, je vais faire du copier-coller. Il est vraiment en train de tout créer. L'arborescence, là, voilà, ça y est, j'ai le JS. C'était trop minot. Voilà, j'ai ce qu'il faut. J'ai game.js, j'ai CSS, un style CSS ici. Et là, il a terminé. Donc, il me dit, cette structure de base fournit les éléments essentiels pour Tetris, etc. Il faudra encore implémenter plusieurs fonctionnalités, le système de collision, la rotation des pièces, etc. Donc là, après, c'est là où commence votre travail, vous, en tant qu'architecte IA. D'ailleurs, vous dites, voilà, moi, je veux, voilà, implémente le système de collision. Alors, je me répète beaucoup, j'aime bien me répéter dans les chats, c'est-à-dire je répète ce qu'il me dit ici pour garder une trace et garder un peu de cohérence. Donc, n'hésitez pas à, voilà, quand il vous dit, est-ce que vous voulez que je fasse ça? Ne dites pas juste oui. Dites, oui, je veux que tu fasses et redétailler la tâche qu'il vient de vous suggérer. Donc là, je vais dire oui, implémente le système de collision. Voilà, je reste en agent, submit. Ça cogite, il discute et il modifie le jeu. Pour l'instant, je ne le teste pas, c'est fait exprès, on va voir. Donc on voit ici, il y a des commentaires, voilà ce qui manque, les méthodes, il est en train de les rajouter. Bon, ce que vous voyez en vert, en fait, c'est des choses qu'il rajoute. Ce que vous voyez en rouge, je sais pas s'il y a du rouge là, non, c'est des choses qu'il peut enlever. Et vous pouvez accepter ou non les modifications, pardon. Donc là, j'ai un bouton accept. Si je clique dessus, ça va tout accepter. Mais je peux aussi accepter au cas par cas. Parfois, il a des petits bugs, c'est-à-dire qu'il va commencer à supprimer des trucs qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de lui demander. Donc on peut passer en revue le code et lui dire oui, non, yes, no ici. Donc voilà. Là, moi, ça me semble correct, je vais tout accepter. Donc c'est validé. Évidemment, après, je peux balancer ça sur le Git. D'ailleurs, je vais vous montrer, voilà, je peux mettre ici commit initial. Et alors, ça, c'est moi qui l'ai écrit, mais si vous ne savez plus trop ce que vous voulez faire, vous savez la flemme, vous voyez les petites étoiles ici à droite, là, avant d'écrire un message de commit, vous cliquez dessus. Ça va faire appel à l'IA et il va dire voilà pas de changement détecté, pas de commit nécessaire. Bon, je sais pas pourquoi il me met ça, c'est un peu nul. Et qu'il a pas dû capter de changement entre ce que j'ai mis avant et ce que j'ai mis après parce que c'est mon premier commit. Bon, c'est pas grave, on le refera après pour avoir un message un peu plus clair, mais en gros, il analyse les changements et il vous fait un vrai message de commit qui est calé sur ça vous évite de réfléchir et ça vous évite d'écrire des conneries ou de mettre tout le temps la même chose parce que ça vous saoule. Donc là voilà, il me dit il manque encore quelques fonctionnalités, la méthode checklines, la rotation des pièces et le système
système de score. Donc là, je vais essayer. Alors, j'aime pas trop faire ça, mais sinon, la vidéo, elle va durer 2 heures. Je vais lui dire de tout implémenter d'un coup. Moi, je fais surtout étape par étape. Mais bon, on est sur un truc assez basique, donc j'espère qu'il va s'en sortir. Là, j'ai pas dû... Si, j'ai mis le système de score aussi. Donc, alors après, moi, j'aime bien l'utiliser, que ce soit Cursor ou Windsurf, avec... Enfin, j'ai remarqué que ça se comportait mieux avec une méthode, vous savez, TDD, donc Test Driven Development, donc développement guidé par les tests. Et je suis pas le seul à dire ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est juste les développeurs qui utilisent ces outils ont remarqué ça, c'est que plus l'IA a un cadre, plus ça marche bien. Donc l'idée, c'est de lui donner un cadre et les tests, c'est parfait pour ça. C'est-à-dire qu'on lui décrit ce qu'on veut, elle rédige les tests vont planter puisque le code qui est derrière les tests n'existe pas encore, et à partir des tests, on lui fait rédiger le code, les fonctions, etc. à partir des tests. On fera ça tout à l'heure, peut-être avec Windsurf, ce sera plus rigolo. Bon là, il me dit qu'il manque des choses, donc les contrôles clavier, voilà, l'affichage à prochaine pièce, l'animation de suppression des lignes. On peut ajouter du contexte aussi si on veut. Donc je vais pas mettre les effets sonores, je vais juste lui dire implémente ça. Hop. Bon, c'est beaucoup d'itérations, beaucoup d'actions à faire, hein, de dire voilà, on passe à la suite, on fait petit bout par petit bout, etc. Mais à la fin, on aura un vrai projet. Alors on va le regarder d'ailleurs juste après qu'il ait fini ça. Moi, il y a un plugin que j'aime bien, que j'utilise, qui s'appelle Live Server. C'est un plugin de Microsoft qui permet en fait de démarrer un serveur web pour afficher votre HTML par exemple, ou votre PHP, ou voilà, ce genre de truc. Donc, vous voyez, là, il code quand même pas mal de trucs. Il va ajouter les styles CSS. Alors évidemment, tout n'est pas parfait, hein. Peut-être que ça va pas marcher, peut-être qu'il y aura des petits bugs, des petits problèmes. Mais après, comme je disais, c'est beaucoup d'ajustements, d'améliorations, etc., etc. Je garde encore des astuces pour après, quand je vous montrerai Windsurf, j'ai encore d'autres astuces dans mon panier à vous donner pour bien coder avec les IA. Je vous dis vraiment tout ce que je fais moi, tout ce que je sais faire avec ça. Et voilà. Bon, là, on voit qu'on rentre un peu dans le chichi. Il veut me rajouter des effets sonores, des particules lorsque je supprime des lignes, des animations, etc. On s'en fout, c'est juste pour la démo. Je vais quand même... Alors, j'accepte toutes les modifications en cliquant sur Accept All. Je clique ici et là, je vais régénérer mon message de commit. Il devrait être un peu plus sympa. Voilà. Improve piece, rotation and display of the next piece, refactored game logic for better maintainability. Ok, maintainability. Donc voilà, là, il me fait un vrai message de commit. Je peux le valider, c'est dans mon Git. Maintenant, comme je vous disais, Live Server, c'est cool. Ça permet, alors ça, vous le trouvez dans le store dans le store des extensions Visual Studio. Et quand je fais un clic droit sur mon fichier d'index, je peux faire Open with Live Server et il va m'ouvrir en fait une fenêtre navigateur avec le projet qui va se charger dedans. Donc vous voyez, j'ai un Tetris qui est codé. Alors je l'ai pas encore bien vu, j'espère qu'il va marcher avec le clavier. Je vois qu'il y a des scores en bas, c'est un peu moche. Je vois qu'il y a un petit look Game Boy à l'ancienne aussi. J'ai un bouton Start Select et un bouton AB. On va faire Start et ça fonctionne pas du tout. Voilà, j'ai pas les pièces qui roulent. Donc je vais retourner au curseur, je vais donner une dernière chance, hein. J'appuie sur Start, ça met en pause et je vois aucune pièce tomber. Donc dans Composer, vous pouvez discuter aussi avec. Donc le chat, moi j'utilise quasiment pas, hein. C'est vraiment Composer que j'utilise. Et donc là, il va analyser en fait le contexte, il va regarder un peu tout ça et il dit je vois le problème, il y a plusieurs corrections à faire, etc. Parce qu'on n'initialise pas correctement la première pièce. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de conneries que l'IA peut faire parce qu'elle n'y a pas pensé. Mais après, moi j'ai des méthodes pour éviter ce genre de plan. Donc j'accepte les ajustements et je rafraîchis. Bah ça rafraîchit tout ça, regardez. Bon, l'IA, la pièce ne tombe pas, le clavier ne marche pas, j'appuie sur Start et là, ça y est, là ça tombe. Il fallait que j'appuie sur Start en fait. Donc là, quand je déplace au clavier, ça réagit un peu et je peux déplacer les pièces. C'est très lent, pas très jouable, j'avoue, mais ça marche. Voilà, j'ai un Tetris qui se déplace un peu pièce par pièce, etc. Bon, cool, ça a marché. Maintenant, on a fait un bon tour de curseur. Je vais vous emmener sur Windsurf et on va regarder un petit peu les différences et on va voir s'il arrive à faire ça mieux et plus rapidement aussi, pourquoi pas. Bug Finder, tiens, je l'ai pas testé dans Cursor, on va le tester aussi. Experimental feature, d'accord, si tu veux. Instruction custom, base de référence, ok. Donc là, il va analyser le Git, alors je sais pas trop ce qu'il va trouver dedans, on va voir. Donc il analyse les changements de code entre ta branche actuelle et la branche principale de ton dépôt distant. Voilà, pour le meilleur résultat, lance-le sur des branches avant de les merger dans les branches principales, dans le projet principal. Donc voilà, donc ça peut être pas mal comme système effectivement, mais à voir. Ça permet avant de fusionner des branches et d'intégrer ça à votre projet sur Git, il peut aller voir s'il n'y a pas des bugs, des régressions, des problèmes. Un truc que je vous ai pas montré dans le curseur, ça vient de me péter dans le cerveau, c'est que si vous remontez un peu ici, vous voyez, on a des checkpoints ici. Donc on peut check out, revenir en arrière sur ce checkpoint là. Bon, je disais tout à l'heure que c'était pas implémenté dans le curseur, mais maintenant ça l'est effectivement. On peut revenir à cet état, à l'état du code là où j'étais là ici avant de lui donner ces instructions.
navigation. Si je fais un checkout, il revient en arrière et je peux aussi éditer le message si j'ai envie et le relancer par-dessus. Donc on a quand même un module de rollback entre guillemets. Donc c'est-à-dire si l'IA s'enferme un peu, commence à coder plein de trucs, que c'est le bordel, vous revenez à votre message d'avant le bordel et vous faites le checkout ici pour revenir en arrière. Windsurf a exactement la même chose. Cursor c'est nouveau, hein, ils ont implémenté ça récemment. Windsurf là depuis un peu plus longtemps et moi c'est ça que j'aurais demandé en fait à Cursor. Alors, c'est pas grâce à moi qu'ils l'ont implémenté, je pense qu'on est nombreux à l'avoir demandé, mais c'était vraiment un truc qui me manquait beaucoup là-dedans. Bon, visiblement j'ai perdu avec ma partie de Tetris. Maintenant on va lancer Windsurf. Voilà Windsurf, donc même concept hein, que Cursor. On va ouvrir un nouveau dossier et je vais l'appeler projet Windsurf. Donc Windsurf c'est un outil de Codeium et je pense qu'à un moment Codeium va disparaître et ça va devenir leur outil principal. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la même disposition plus ou moins, l'explorateur de fichiers, on peut faire des recherches, on peut avoir le Git ici, je peux initialiser un nouveau dépôt, très bien, les extensions, bon la même chose. Ici là-haut vous avez les settings, donc les paramètres avec votre compte, l'usage etc. Donc ça va vous envoyer vers le site de Windsurf sur lequel on peut voir la conso qui a été faite etc. Le profil est cool parce que ça permet aussi de voir un peu ce que vous codez, ce que vous faites. Donc vous voyez moi depuis que j'ai pris l'abonnement c'était en décembre, on a une petite visu comme sur GitHub. On peut avoir le profil public, pas trop ce que j'ai partagé là-dedans, mais voilà, on voit quel langage j'utilise, mon top coding, mon activité de dev, etc., etc. Des petits stats comme ça, bon, c'est plus pour rigoler. Ici, ici après dans les settings, il n'y a pas grand-chose, hein, c'est ce que je vous disais, c'est un peu les trucs de base de Dev Studio, ça. On a un peu des trucs quand même propres à Windsurf. Je les ai pas trop explorés, mais vous pouvez ajouter voilà des commandes, des choses comme ça. Vous pouvez mapper des commandes spécifiques avec Cascade. Alors Cascade, tout à l'heure je vous ai montré, il y avait Cursor Small qui était le modèle de Cursor. Bah là on a Cascade qui est leur truc à eux aussi, leur petit modèle à eux qui fait des trucs cool et qui est un peu plus performant que Cursor Small je trouve, mais qui vient un peu faire le pont entre vous et les IA. Voilà donc bon plein de petits paramètres, mais c'est un peu moins shadé que Cursor. On n'a pas par exemple la possibilité de mettre un prompt system comme je l'ai fait côté Cursor. Donc on part avec les trucs de base on va dire. Ici donc c'est le panneau principal, hein, le Cascade en mode écriture, c'est écrit write mode ici, où il va écrire des choses, ou vous pouvez juste chatter. C'est-à-dire si vous switchez ici, voilà, soit là il va écrire des fichiers, il va écrire du code, sinon on discute avec lui, on peut lui poser des questions. Voilà, et les trois petits points, c'est le mode legacy, c'est leur ancien mode, voilà, il va disparaître au bout d'un moment. On a ici la possibilité de rajouter, de mentionner des fichiers, du code, des répertoires, etc. en contexte. On peut ajouter des images, ça c'est super pratique. On peut aussi le faire sur Cursor, hein, j'ai oublié de vous le dire, mais on peut ajouter voilà une petite capture écran, un truc, et comme Sonnet ou ChatGPT sont capables de voir sur le module vision, on peut voilà quand on a du mal à expliquer un problème, je sais pas un problème de mise en forme, de page, de truc qui va pas, on peut lui faire une petite image et il va comprendre ce qu'il y a dessus et du coup réagir en fonction d'eux. Au niveau des modèles, vous allez voir, on est beaucoup plus limité. On a GPT-4o et Claude 3.5 Sonnet et puis le modèle de base qu'on peut utiliser. Donc moi, bah ça va, j'ai celui qui me plaît le plus, donc je suis content, mais je peux pas utiliser O1 par exemple. Ici, on a les derniers workflows qu'on a utilisés dans Cascade, donc ça c'est sur mes autres projets. Et là-haut, on peut créer des nouvelles conversations. Donc ça, c'est quelque chose que je vous recommande, encore une astuce, hein, mais en fait, à chaque fois que vous avez fini quelque chose que vous avez codé et que vous voulez passer sur un nouveau dossier, entre guillemets, par exemple, je sais pas, on était sur le projet Tetris, je vais faire coder la collision des pièces et maintenant je veux passer aux animations des pièces. J'ai fini de travailler sur la collision, donc je vais ouvrir une nouvelle conversation et maintenant je vais travailler sur les animations des pièces. Voilà, c'est ce genre de truc, ça permet un peu de segmenter et d'alléger un peu l'IA parce qu'à chaque fois, alors on renvoie tout le contexte et ça commence à être un peu lourd et ça commence un peu à merder. Les conversations passées aussi, on peut y revenir ici, donc là j'en ai pas pour l'instant. Et l'usage de Cascade, ça permet de suivre sa consommation crédit Cascade, mais bon voilà. Donc là on peut lui demander la même chose que ce que j'ai fait tout à l'heure avec Cursor, code-moi un Tetris, etc. Je vais pas faire exactement pareil, je vais vous montrer moi comment je code vraiment de A à Z, de manière propre et avec du test-driven développement. Ce par quoi je commence déjà, c'est de créer un fichier à la main. Alors, on peut le créer avec l'IA, mais je vais le créer à la main. Et je vais l'appeler cahier des charges.md. Et je vais l'appeler, alors j'écris en Markdown, hein, mais voilà, cahier des charges Tetris. Et donc là, je dis Tetris similaire, plutôt identique à celui de... Donc là, il me propose, vous voyez, des choses, hein, il me dit de l'ancienne version de Tetris, mais avec le jeu. Donc si je fais tab, il va compléter automatiquement. Moi, je voulais mettre de l'ancienne Game Boy d'origine. Et je vais pas trop lui en donner, je vais dire que je veux que ce soit codé en CSS plus JS plus, et il me complète HTML. Voilà, c'est
un cahier des charges très basique, hein, j'en conviens, mais voilà. Maintenant, je vais commencer à lui coder un truc. Alors, je vais lui dire, mon cahier des charges est là, le point, et je peux l'appeler CDC. Voilà, je ligne comme ça. Découpe et détaille le projet en étapes. On utilisera une méthodologie TDD. Test Driven Development. Ok. Donc là, je le laisse bosser. Je lui envoie le chat. Donc il analyse mon CDC. Bon, ça va très vite, mon cahier des charges. Et il décompose mon projet. Donc moi, en fait, je fais toujours ça. Je décompose le projet. Donc là, il est chaud. Il est très très chaud. Il veut commencer direct. Mais moi, je veux pas qu'il commence direct. Ajoute toutes les étapes du projet dans un devbook. Donc j'appelle ça un devbook. Et il marquera au fur et à mesure les étapes qui ont été réalisées. En fait, l'idée, c'est quoi? C'est de faire, en faisant un devbook, faire un devbook, j'ai remarqué, ça permettait d'avoir un meilleur suivi. C'est-à-dire que le devbook, justement, l'IA va s'en servir et va savoir où elle est dans le projet, ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Parce que des fois, elle peut se perdre un petit peu. En utilisant le devbook, plutôt qu'en analysant le code, elle sait où elle en est du projet. Donc, on a tout ça là qui arrive. Donc voilà, il m'a découpé toutes les étapes, il m'a mis les petits trucs, il m'a mis une légende, il m'a mis tout ce qu'il faut. Donc j'ai toutes les étapes et en fait, l'IA va automatiquement marquer comme fait chacune de ces étapes. Donc j'accepte, très bien. Je peux pousser sur le guide si je veux. Il n'y a pas comme chez Cursor la possibilité de générer un message automatique, c'est dommage. Mais voilà, c'est un truc qui manque, il faudra qu'ils le mettent. Pensez à faire souvent des guides pour revenir, pour avoir une trace en tout cas de ce qui a été fait et d'avoir le truc en cours. Donc il m'a fait un beau cahier. Ok, commençons par la première étape de configuration. Donc ça c'est ce qu'il me dit dans le chat juste avant. Donc moi j'aime bien répéter, hein, comme je vous disais. C'est parti. Donc là il va générer un peu tout ce qu'il veut. Alors vous voyez là par rapport à Cursor, ce qui est intéressant, je crois que Cursor le fait aussi, hein, mais il me propose de lancer des commandes. Donc lui, il va les lancer automatiquement en fait. Il va faire une initialisation. Donc là, on est déjà sur un truc un peu plus costaud, vous voyez. Je lui ai demandé de faire des tests, donc forcément, il a besoin un peu plus d'environnement. C'est pas juste une page HTML. Il va me faire un truc un peu plus balèze avec des packages Node, etc. Voilà, on est sur du S. Bon, il va voir les choses en grand, on va dire. On fait un projet sérieux là. Mais vous pouvez le faire tout à fait avec Cursor, hein. C'est pour ça que je dis que les deux outils sont assez similaires. Voilà. Et donc là, vous voyez en live, il est en train de bosser, il m'a créé des dossiers. Bon, ça c'est les modules. Il me fait les sources. Il y a le fichier d'index qui est index.html qui est en train de se créer. On a les JS qui sont en train de se créer, etc. On a tout ce qu'il faut et qu'on peut ouvrir et qu'on peut regarder. On a les tests, les configs de tests, etc. Donc là, il va créer notre premier test. Je sais pas du tout ce qu'il a mis dedans. Allez voir, mais voilà, game test. Il importe le JS et il fait, voilà, doit s'initialiser. Le score doit être à 0, le level doit être à 1 et ce qui tourne, etc. Donc ça, c'est pas mal parce qu'en fait, faire des tests comme ça permet de démarrer convenablement. Donc là, il me dit, maintenant, on va installer HTTP Server pour lancer l'application. Il installe ce qu'il faut. Et vous voyez, en fait, il y a des retours ici et il peut les analyser. Truc intelligent, c'est, alors ça, je sais pas si c'est un truc dans Visual Studio ou propre à Windsurf. Il détecte qu'il y a beaucoup de changements et il me demande si je veux ajouter le dossier non-module dans Gitignore. Donc, je vais lui dire oui, ça évitera qu'on se retrouve avec plein de déchets sur le Git. C'est un peu nettoyé comme ça. Mon devbook, vous voyez, il l'a mis à jour. Donc, il a coché ce qu'il fallait. Et là, il me dit, est-ce qu'on peut passer à l'étape suivante? Donc, déjà, j'accepte ces modifs et je dis, je copie-colle, je dis, passons à l'étape suivante, l'implémentation du modèle de données avec les tétrominos. Ça devient plus solide là déjà. Mais parce que je lui ai demandé de faire du test driven développement, donc je pense qu'il s'est mis un peu dans l'idée que c'était un projet un peu plus complexe, compliqué, enfin voilà, plus costaud. Si j'avais fait ça avec Cursor, je sais pas s'il m'aurait construit vraiment l'arborescence avec tout ce système, etc. Ça sera à tester, mais bon, globalement, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai vraiment basculé chez Windsurf. La plupart des gens préfèrent Windsurf parce qu'en fait, vous voyez, il est beaucoup plus simple, j'ai même pas besoin de regarder, hein, je coche les trucs, il est beaucoup plus autonome entre guillemets, il est plus facile à prendre en main. Moi, vraiment, ce qui m'agaçait beaucoup avec Cursor, c'est que sur les gros projets, j'avais des régressions, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire les améliorations que je lui ai demandé, le code que je lui ai demandé, mais il va aussi enlever des bouts ailleurs et je vais pas forcément le voir et je me retrouvais avec un truc cassé. Alors, en fonctionnant avec un système de TDD, c'est pas mal parce qu'on peut rejouer les tests tout le temps et en rejouant les tests, ça permet de voir s'il y a eu des régressions et de réimplémenter tout de suite le truc qui manque. Mais voilà, c'était un peu ce que je reprochais à Cursor, c'est que sur les gros projets, il y avait un peu de mal à suivre. Même si je faisais le devbook, etc. Sur Windsurf, la gestion du contexte m'a l'air meilleure. Donc, forcément, voilà. Mais concrètement, les deux outils se tirent la bourre, hein. On est vraiment sur du détail. Vraiment, c'est du détail. C'est chacun, vous testez les deux, verrez celui qui vous plaît le plus. Moi, pour l'instant, personnellement, c'est Windsurf, même si je continue à utiliser Cursor pour tester leurs évolutions, etc. J'espère que Cursor va rattraper ces choses que j'aime bien chez Windsurf. Mais clairement, les deux outils se tirent la bourre. Donc, voilà.
Hop, je continue. Bon, je parle pas très bien français, c'est pas grave, lui va comprendre, hein. Passons maintenant à créer la grille du jeu, implémenter la détection des collisions. Donc là, voilà, rotation des pièces, collision des pièces, système de score. Je sais pas où est-ce qu'il va en être exactement. Donc là, il va faire la grille, apparemment. Et il fait les tests pour la grille. Donc là, je code vraiment l'aveugle, hein. Je fais aucun test. Enfin, lui, il fait des tests dans le coin, mais moi, je lance pas pour voir à quoi ça ressemble. De toute façon, je pense que ça ne marcherait pas tout de suite. Bon, je vais continuer comme ça, les étapes, étape par étape. On peut tenter un truc un peu couillu, même si c'est un peu dangereux, mais je vais essayer. Parce que sinon, la vidéo va durer 2 jours. Je vais dire, je suis pressé. Essaye d'implémenter tout ce qu'il y a dans @devbook dans l'ordre, étape par étape, mais sans me demander à chaque fois si je veux passer à la suite. Voilà, comme ça évite la coupure dans la discussion. Et on va voir s'il va tout faire d'un coup. Donc effectivement, là, il manquait le système de score, donc il va implémenter le système de score. On a un petit bouton ici, OpenDiff, hein, si vous voulez voir un peu ce qu'il a fait. Bon là, c'est un nouveau fichier, donc c'est ouvert. Mais on peut voir voilà les évolutions du truc. Là, parmi il est en train d'éditer game.js, donc je vais attendre que le bouton OpenDiff s'affiche. On va voir ce qu'il a fait. Voilà, donc je vois que j'ai plus 140 ajouts, moins 3 suppressions et 9 inchangés. Donc quand je fais OpenDiff, vous voyez, il m'a enlevé des lignes, il m'en a rajouté en vert, voilà. Et en gris, il n'y a rien de changé. En gros, c'est ça. Les petits boutons ici en bas aussi, j'en ai pas parlé, mais ça, c'est juste pour afficher ou masquer le panneau qui est là à gauche. C'est pour valider les changements, annuler les changements, et puis aller de changement suivant à changement précédent, et d'aller du prochain fichier avec changement. Voilà, si vous voulez tout passer en revue, c'est possible avec ce petit panneau de contrôle, c'est pas mal aussi. Moi, je l'utilise pas, hein, clairement. Voilà, si à un moment vous voyez qu'il fait de la merde, qui vous saoule, vous pouvez appuyer sur le bouton rouge ici aussi pour faire cancel et utiliser cette petite flèche ici. C'est là qu'on fait le rollback en fait. Quand on clique ici sur cette flèche, on peut rollback ou annuler le rollback tout simplement. Donc voilà, un revert, donc on revient en arrière. Je vais pas faire là parce qu'il est en train de coder et puis j'ai besoin de lui. Je vais retourner voir le devbook, voir où il en est. Bon bah il coche pas mal de choses. Ah bah ça y est, ça commence à aller un peu vite là. Interface utilisateur, contrôle. Alors je vois qu'il a pas implémenté plein de choses. Système de niveau, style visuel, animation. Ah non, c'est parce qu'il se répétait un peu dans les fichiers. Ok, tac tac tac. Ok, bon il va un peu plus vite là du coup. On laisse bosser. Sound manager, du son apparemment. J'espère que ça va pas nous éclater les oreilles. Voilà, globalement là il a fini. Il me dit c'est bon, j'ai terminé. Donc c'est cool, je suis content, je vais tout accepter. Il me dit pour lancer le jeu, on utilise npm start. Les contrôles sont flèche gauche, droite, flèche haut, rotation, flèche bas, etc. Ok. On va tester. Donc là, je peux copier cette commande et la lancer dans un terminal, ou je peux lui demander de le lancer aussi. Lance le jeu. Voilà, il va le lancer pour moi. Comme ça, si ça plante, donc que moi j'ai le retour dans le terminal, si ça plante, il va récupérer le message en sortie et faire la correction tout de suite. Donc j'accepte de lancer la commande. Vous voyez là, il m'a fait un lancement et il me dit c'est dispo en local et sur mon adresse. Voilà. Bon, bah écoutez, j'ai plus qu'à essayer. Je vais ouvrir un navigateur et voilà, me voilà sur le Tetris. Donc il est très très moche, hein, c'est sûr. Mais déjà, ça marche. Oh, on a un petit peu de son. Je sais pas si vous avez entendu. Si j'appuie sur Carly, voilà. Là, on a du son. On va monter jusqu'en haut. Game over. Là, on a quelque chose de beaucoup plus fonctionnel, de moche, de beaucoup plus fonctionnel. Donc, je suis très content. Donc là, ça c'est hop, ça c'est validé. Je suis très content du résultat, juste que c'est moche. Donc, ce que je peux faire, c'est lui créer une nouvelle discussion. Je vais commit les petits changements. Tetris, ok. Voilà, ça c'est pour le suivi. Et là, je dis, je trouve que c'est moche. Change le design. Et moi, une vraie Game Boy originale. Et à la place du nom Game Boy, écrit Core Boy. Hein, tant qu'à se faire plaisir, on y va. Alors, je pense qu'il connaît le design de la Game Boy. Sinon, j'aurais pu lui envoyer une image, en fait, du design de la Game Boy. Ou du Game Boy, je sais pas, ça dépend comment vous préférez le dire. Et on peut, comme ça, éditer, voir un peu le style CSS sur lequel il va travailler. Oui, très, très basique, hein, le style. Il fait pas 10 km de long. Voilà, il me rajoute plein de trucs. Il me le modifie. Super, c'est cool. J'accepte les changements. Je vais rafraîchir. La connexion a échoué parce qu'il est plus lancé. Donc, je vais dire, relance le projet. Donc, vous voyez, en temps réel, ça code quand même assez vite. Je vais pas fait lancer non plus les tests JS. On va lui faire lancer juste après pour voir si tout va bien. Bon, bah là, il m'a tout éclaté. Le CSS, ça va pas du tout. Donc là, typiquement, je peux lui envoyer une image et lui dire que ça va pas ce que j'ai. Là, j'ai un bug, hein, clairement. Ah, je vois qu'il fait des petites erreurs. Ah non, ça les guette. Regarde à quoi ça ressemble. C'est moche de ouf. Corrige. Et là, je vais lui ajouter une image. J'envoie. Donc, vous allez voir, il va analyser cette image. Il va comprendre. Il dit, je vois le problème. Le design n'est pas bien structuré. Je vais corriger le CSS par une vraie apparence de Game Boy avec l'écran de jeu bien intégré. Je lui fais confiance, j'ai aucune idée de ce qu'il va faire, on va voir si ça marche. Donc voilà, l'un comme l'autre, hein, comme curseur, comme voilà,
Et parfois, il y a des problèmes, des bugs, des oublis, des erreurs, des choses comme ça. C'est pas parfait. Mais c'est normal. J'ai pas été assez précis. Je vais pas fournir d'exemples. Je vais pas fait de maquette. Je vais pas montrer à quoi je voulais que ça ressemble. Donc, il y va un petit peu YOLO. C'est tout à fait normal. Mais si votre projet est bien structuré, bien décrit, même si vous l'écrivez avec l'IA, hein, vous le travaillez avec l'IA, si vous avez O1 Pro, par exemple, vous pouvez aller très loin dans la réflexion de tout cadrer. Plus vous cadrez le projet en amont, dans un devbook, dans un cahier des charges, etc., plus après au niveau du dev, bah ça sera carré, mais c'est comme avec les vrais gens en fait. J'accepte, je refresh, et voilà. Là, j'ai vraiment Core Boy, nickel. Donc c'était juste un petit bug, hein, visiblement. Il m'a corrigé quand même un petit peu de CSS, hein, quand même pas mal. Je vous propose qu'on teste. Donc j'ai un, je sais pas, j'ai un bouton start, un bouton A, B, j'ai un score, j'ai un truc. Il y a rien qui se lance, je sais pas. Power, peut-être faut que je clique sur Power, non. Alors peut-être que je relance le script. Donc là, je lui fais shooter le serveur HTTP. On va voir juste le fait de le relancer. Peut-être que, parce que comme on est sur un visuel, faut peut-être juste le relancer aussi pour l'index. Je recharge. Non, là, j'ai rien. Donc là, j'ai un bon style, mais là, la Game Boy ne marche plus. Ah, ça y est, j'ai entendu tout. Ah, donc c'est que les pièces tombent, mais à côté. Voilà, je pense que les pièces doivent être en train de jouer, de tomber. J'ai entendu un petit son. On va quand même essayer de lui faire passer les tests. Lance tous les tests. Voilà, je dis juste ça pour voir, parce qu'on l'a développé quand même en TDD. Il a généré des tests JS. Il a installé le JTest qui va bien. Donc on va lancer npm test et on va voir si ça marche. Donc vous voyez, il y a des erreurs et des problèmes. Et en fait, ce qui est bien avec cette méthode de test, c'est que justement, il détecte les problèmes, test réussi, test échoué, etc. Et il va résoudre ces problèmes. Donc je vais dire corrige-les tous. Voilà. Je reviens sur mon devbook, ça fera moins mal aux yeux. On voit que tout est ouvert. Le système de score n'a pas l'air implémenté. Alors je vais lui demander pourquoi il l'a pas implémenté. Est-ce qu'il est implémenté ou pas? J'en sais rien. On va voir. Mais en même temps, vu qu'il y avait une erreur sur le système sur les tests du système de score, peut-être que c'est lié. Voilà, je relance les tests. Donc là, à la fois, il corrige les tests et à la fois, il corrige mon code. Et ce genre d'itération, ça peut durer longtemps. C'est-à-dire que moi, là, par exemple, sur un autre de mes projets, j'avais 40 tests à lui faire passer. J'ai mis 2 jours. Alors, pas tout le temps, hein, mais voilà, ça a pris 2 jours à passer les tests, valider, corrige, on en passe certains, après corrige, on a une petite régression, on a encore plus de tests à valider, enfin bref, etc., etc. Et j'ai réussi, au bout de 2 jours, à lui faire passer tous les tests. Donc maintenant, j'ai plus qu'à tester le code, ce que j'ai pas encore fait d'ailleurs sur ce projet. Mais ça permet d'avoir justement ce cadre. Donc là, on voit que les tests passent, tous les tests sont passés. Il est content, il me dit super, tous les tests sont passés, il me dit ce qu'il a fait, donc ça c'est toujours intéressant. Et voilà, je veux le lancer maintenant. Donc je le relance. Alors là, vous voyez, on n'est pas sur le port 80-80, on est sur le port 80-81 parce que voilà, je l'ai pas stoppé, donc il m'en a lancé un deuxième. Je précise que je vois rien sur l'écran, mais que j'entends bien les pièces qui tombent. Donc là, c'est un petit défaut de CSS. Hein. Je pense qu'elle doit être en train de tomber à gauche ou à droite. On le voit pas forcément. Je vais peut-être agrandir la fenêtre. Non, on voit rien. Donc lui, pareil, va vérifier. Du petit bruit comme ça. À chaque fois, je vois ça va boum. Le temps que ça code. Dans cette nouvelle partie, appuyez sur la touche espace. C'est peut-être un truc que j'ai pas fait, ça, la touche espace. On va voir. Ah, voilà. Donc là, j'ai même pas besoin de lancer la touche espace. J'ai mon jeu qui est bien implémenté. Bon, il est un peu moche, hein, vous voyez, c'est un peu déformé. D'ailleurs, là, je l'ai fait tomber en bas et on voit pas le bas de l'échiquier. Je vais essayer d'en remettre un peu plus. Ah ouais, j'ai perdu. Donc je les vois pas apparaître. Donc vous voyez, il y a encore des bugs aussi. Game over, il est un peu noir et tout. Voilà, il y a encore du boulot. Comme sur l'autre projet, il y a un petit peu de taf. Mais globalement, on a quand même un truc assez correct. Hein. Je veux dire, au niveau design, c'est fou. Hein. Je lui ai rien demandé et il m'a fait un super design. Maintenant, c'est juste des ajustements. Je vais pas les faire parce que sinon, la vidéo, je vous dis, elle va durer 2 jours. Mais vous voyez un peu la puissance du truc. Voilà, donc j'ai fait un peu le tour des 2 outils, de curseur de Windsurf. J'ai fait le tour de mes astuces, de comment moi je fonctionne avec ces outils, donc du TDD, des devbooks, du cahier des charges, etc., des tests et compagnie. Je pense qu'avec ça, vous êtes blindé, vous allez pouvoir coder comme vous voulez maintenant avec l'IA. Moi, à titre perso, qu'est-ce que j'ai codé avec ça? J'ai codé un Corbenotron, donc c'est un outil qui me permet de créer des brouillons de mes articles sur mon site corben.info. J'ai créé un plugin WordPress pour envoyer mes newsletters. J'ai créé un plugin WordPress pour gérer tout mon site avec mon nouveau système de site statique. Je me suis fait des extensions WordPress, une pour vider mon cache chez Cloudflare, je l'ai mise en ligne d'ailleurs sur le Mozilla Store si vous voulez jouer avec. Une autre extension WordPress pour voir mes articles quand j'ouvre un nouvel onglet. J'ai fait une extension WordPress, Firefox pardon, une extension Firefox aussi pour
générer, les titres, les descriptions, les mots-clés et cetera de mes vidéos en fonction du contexte et compagnie. Voilà, j'ai vraiment plus de limites là, dès que j'ai une idée, d'un outil. Je fais beaucoup de petits outils pour me simplifier la vie en fait, pour accélérer mon travail, pour, voilà, travailler, plus vite, plus efficacement, utiliser l'IA, corriger des bugs, voilà, notamment dans ma base d'articles qui est assez vieille maintenant. Je suis en train de revoir toutes les catégories, donc j'utilise à la fois, O1 Pro pour, tout ce qui est réflexion, donc là on est hors, du cadre des éditeurs que je viens de vous montrer, mais une fois que j'ai ça, après je peux commencer à faire des JSON, à faire des plugins WordPress pour aller traiter les articles et compagnie, les mettre à jour et voilà. Enfin bon, bref, je fais plein de trucs avec tout ça. Je code pas des Tetris en temps normal, hein, là c'était pour vous montrer. Un outil graphique, c'est toujours un peu plus compliqué que des entrées, des sorties sur des outils plus techniques, plus B2B en fait, hein, concrètement. Mais maintenant, en tout cas, si ce n'est la thune, hein, parce qu'évidemment, faut payer des abonnements, faut payer des tokens, voilà. Vous pouvez quand même les faire tourner avec des IA open source, hein, des LLM open source, mais à voir comment ça marche, si ça marche bien ou pas. Mais voilà, si ce n'est la thune, vous n'avez plus aucune excuse pour ne pas vous mettre à coder, même si vous avez jamais codé de votre vie, et vous mettre à créer tout ce que vous voulez, comme vous voulez, et vous faire plaisir, quoi. Après, c'est juste le temps que vous y passez, la méthodologie. Ce que je vous ai montré déjà, c'est des bonnes bases pour commencer, pour y aller doucement. Voilà, puis il y a tout le temps des nouvelles astuces qui sortent. Faut suivre les gens qui codent sur les réseaux sociaux, sur Twitter et compagnie. Il y en a beaucoup qui partagent leurs prompts, leurs techniques, et voilà, il y a beaucoup de choses. Donc après, c'est du tâtonnement, des tests, voilà, mais ça c'est normal, c'est de la techno. On fait tout ça tous les jours avec nos outils, donc on est habitué. Je vais arrêter de blablater. Merci beaucoup de m'avoir regardé. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un commentaire, un pouce bleu, une cloche, enfin toutes ces conneries. Je vous laisse faire. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Twitch, twitch.tv/Corben, et sur Patreon, hein, si vous appréciez ces vidéos et que vous voulez les avoir tout de suite dès qu'elles sortent, plus les petits trucs que je vous mets en plus, c'est-à-dire les exemples de code, les prompts, etc. Abonnez-vous à mon Patreon. Vous allez sur patreon.com/Corben, vous aurez toutes les infos. C'est un petit abonnement mensuel et vous avez accès à un genre de blog qui vous donne tout ce que je fais un peu comme ça à côté. Encore merci d'ailleurs aux Patreons qui sont inscrits pour leur soutien. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao tout le monde.